Mesdames, messieurs, il a fait rêver des générations entières, porté les espoirs de toute une nation, marqué des buts de légende. Et pourtant, il a terminé sa carrière par un coup de tête qui a glacé le monde. Zinedine Zidane, icône du football français, héros d'un peuple, est sorti de scène sous les huées, un carton rouge à la main après avoir asséné un coup de tête à Marco Materazzi en finale de Coupe du Monde. Ce geste, aussi brutal qu'inattendu, restera gravé à jamais dans les mémoires. Comment un homme d'apparence si calme, si respecté, a-t-il pu exploser ainsi lors du match le plus important de sa vie? Était-ce simplement un moment d'égarement ou le reflet d'un fardeau bien plus profond? Ce soir, nous allons plonger dans la trajectoire lumineuse et les ombres dissimulées du monument Zidane. Zinedine Yazid Zidane voit le jour le 23 juin 1972 à Marseille, dans le quartier populaire de la Castellane, au sein d'une famille algérienne originaire de Kabylie. Cinquième et dernier enfant d'un couple modeste, son enfance est marquée par la rigueur, le respect et une conscience aiguë de ses origines. Le petit Yazid se passionne très tôt pour le ballon rond. Il s'entraîne des heures sur l'esplanade du quartier, pieds nus ou avec des baskets usées, reproduisant les gestes des plus grands avec une précision étonnante. À l'école, il est discret, presque mutique. Mais sur le terrain, sa vision de jeu, sa conduite de balle et son calme glacial impressionnent déjà. À 14 ans, il rejoint le centre de formation de l'AS Cannes. Il quitte sa famille, s'installe seul, découvre une nouvelle discipline, la rigueur professionnelle. En 1989, il fait ses débuts en première division française, à seulement 17 ans. 3 ans plus tard, il rejoint les Girondins de Bordeaux. Il y remporte la Coupe Intertoto en 1995 et atteint la finale de la Coupe UEFA en 1996. C'est durant cette période que les recruteurs européens le remarquent. En 1996, la Juventus de Turin le recrute. En Italie, Zidane explose. Il remporte 2 titres de Série A, participe à 2 finales de Ligue des Champions et devient un joueur de classe mondiale. Mais c'est en 1998 que tout bascule. Lors de la Coupe du Monde organisée en France, Zidane devient le symbole de la réussite républicaine. 2 buts de la tête en finale contre le Brésil le propulsent au rang de demi-dieu. Il est sacré Ballon d'Or la même année. La presse internationale loue son élégance, sa sobriété, sa capacité à fédérer. En 2001, le Real Madrid débourse 77,5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Un record mondial à l'époque. À Madrid, il devient le visage du projet galactique. En 2002, il inscrit une volée du pied gauche en finale de la Ligue des Champions, considérée comme l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Son passage au Real est auréolé de trophées, mais aussi de blessures et de tensions. Zidane met fin à sa carrière de joueur en 2006, après la Coupe du Monde en Allemagne. 3 semaines plus tôt, il avait déclaré que ce serait sa dernière compétition. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que son ultime match serait marqué à jamais par un geste d'une violence inattendue. En 2016, il revient dans la lumière en devenant entraîneur du Real Madrid. Sans expérience préalable à ce niveau, il mène le club à 3 Ligues des Champions consécutives, un exploit jamais réalisé auparavant. Il devient l'un des rares hommes à briller autant sur le banc que sur le terrain. Mais derrière ce parcours hors norme se cache un homme réservé, souvent mal à l'aise devant les micros. Peu expressif, presque énigmatique, Zidane refuse le vedettariat, fuit les talk-shows, protège farouchement sa vie privée. Il incarne une forme d'ascension silencieuse, une fierté discrète. Pourtant, même les héros les plus calmes portent leurs blessures. Le 9 juillet 2006, au Stade olympique de Berlin, sous les yeux de plus d'1 milliard de téléspectateurs, Zinedine Zidane dispute le dernier match de sa carrière, la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Italie. À la 110e minute, alors que la tension est à son comble, il s'arrête net, se retourne, puis assène un coup de tête en plein torse à Marco Materazzi. L'Italien s'effondre. L'arbitre, prévenu par les assistants vidéo, n'a d'autre choix que de brandir le carton rouge. Le héros de 1998 quitte la pelouse, tête basse, sans un mot, traversant la haie des flashs comme une silhouette brisée. Ce soir-là, Zidane ne meurt pas physiquement, mais il enterre définitivement l'image lisse du champion irréprochable. Une partie du mythe s'effondre. Mais que s'est-il réellement passé? Dans les heures qui suivent, le monde entier se divise. Certains dénoncent un acte barbare, indigne d'un capitaine. D'autres saluent un réflexe d'honneur face à des propos jugés insultants. Il faudra attendre le 12 juillet pour que Materazzi avoue avoir parlé de la sœur de Zidane en des termes très personnels. Zidane, de son côté, confirme qu'il a été provoqué à plusieurs reprises. «
Je préfère mourir que m'excuser pour ce geste, dira-t-il plus tard sur France 2 dans un entretien exceptionnel. La brutalité du coup devient le symbole d'un trop-plein. Derrière le footballeur parfait se cachait un homme à fleur de peau. Ce geste aura des conséquences durables. Sur le plan sportif, il prive la France d'un de ses meilleurs tireurs lors de la séance de pénalty. L'Italie l'emporte. Sur le plan médiatique, Zidane devient la cible de multiples analyses. Le Monde titre « L'homme et le mythe, brisé d'un seul coup ». Les chaînes du monde entier repassent la scène en boucle. Des humoristes, des caricaturistes, des politiques, tous y vont de leurs commentaires. Pour certains, c'est la fin d'une époque. Mais ce dernier coup de tête devient aussi un objet de fascination. Des artistes comme Adel Abdesemed ou les cinéastes de Zidane, un portrait du XXIe siècle, s'en emparent. En 2012, une statue de 5 mètres représentant l'instant exact du coup de tête est érigée devant le centre Pompidou à Paris. Une œuvre controversée, aussitôt qualifiée d'hommage ou d'insulte, puis rapidement déplacée. L'image de Zidane reste figée entre génie et chaos. Dans les années suivantes, Zidane disparaît de la scène publique. Pas de tournée d'adieu, pas d'hommage national. Il refuse les interviews, décline les propositions du consultant. En 2007, il crée sa propre fondation et se consacre à des œuvres caritatives loin des projecteurs. Pour beaucoup, c'est une sorte de reclusion volontaire, comme s'il avait choisi le silence comme ultime réponse au vacarme médiatique. En 2010, il accepte un rôle de conseiller auprès du président du Real Madrid, Florentino Pérez. Mais là encore, son comportement interroge. Distant avec le presse, mutique avec les supporters, il reste insaisissable. Lorsque Zidane devient entraîneur en 2016, certains y voient une renaissance. Mais il garde toujours cette réserve, cette tension intérieure, comme une cicatrice jamais refermée. En privé, Zidane n'a jamais renié son geste. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne regrettait pas d'avoir réagi, mais seulement la manière. Pour ses proches, cet événement l'a transformé. Selon un témoignage anonyme d'un membre de son entourage relayé par l'Équipe Magazine, ce soir-là, Zidane a enterré une partie de lui-même, celle qui avait cru qu'on pouvait toujours rester digne face à l'humiliation. Le silence autour de Zidane depuis sa dernière saison au Real Madrid en 2021 entretient le mystère. Pas de nouveau club, pas d'entrée en politique, aucune interview de fond. Certains évoquent une retraite anticipée, autres parlent d'une profonde désintérêt pour le football moderne. Quelques médias espagnols ont même suggéré qu'il serait en thérapie discrète depuis le décès de son frère Farid en 2019, un drame intime qu'il a très peu commenté. Ainsi, la mort de Zidane n'est pas biologique, mais symbolique. L'homme est vivant, bien sûr, mais son personnage public, lui, semble figé depuis Berlin. Il est devenu une légende en retrait, un mythe silencieux, figé dans un souvenir ambivalent, celui d'un homme capable de transcender un peuple, mais aussi d'envoyer tout valser en une fraction de seconde. Zinedine Zidane ne s'est pas seulement construit une légende sur les terrains. Il a aussi bâti, pierre par pierre, un empire financier discret mais impressionnant. Selon les estimations croisées de Forbes, Celebrity Net Worth et Le Figaro, sa fortune nette oscille aujourd'hui entre 120 et 150 millions d'euros. Une richesse accumulée avec une rigueur presque militaire, sans excès de tapageur, mais avec une stratégie maîtrisée, à l'image de son jeu, précis, sobre et redoutablement efficace. Le cœur de cette fortune repose sur 3 piliers: les revenus de sa carrière de joueur, les contrats d'entraîneur et les accords publicitaires. En tant que coach du Real Madrid, Zidane percevait entre 12 et 14 millions d'euros par an. À cela s'ajoutent des bonus de performance, notamment lors des 3 Ligues des Champions remportées consécutivement. Les primes de titre ont à elles seules dépassé les 20 millions d'euros. Côté sponsoring, Zidane reste l'un des visages les plus bankable du sport mondial. Son partenariat historique avec Adidas, renouvelé à plusieurs reprises, lui rapporte plusieurs millions par an. Il a également prêté son image à Louis Vuitton, Orange, Audi, Volvic, Grand Optical, Danone et plus récemment à des marques de montres de luxe et à des projets solidaires soutenus par la FIFA. En 2022, selon l'équipe, il aurait perçu près de 9 millions d'euros uniquement grâce à ses campagnes publicitaires. Mais c'est dans la pierre que Zidane a construit un pan entier de sa richesse silencieuse. Il possède une villa ultra sécurisée dans le quartier huppé de la Finca à Madrid, estimée entre 5 et 7 millions d'euros. Un bien d'exception, équipé de caméras thermiques, salle de sport privée et jardin du style andalou. Cette résidence a longtemps été son quartier général lorsqu'il entraînait le Real Madrid.
Son épouse Véronique et leurs enfants y résident encore ponctuellement. À Ibiza, il détient une villa contemporaine de plus de 350 mètres carrés avec vue mer, dans une zone prisée par les célébrités. Ce bien, acquis dans les années 2010, est estimé autour de 3,5 millions d'euros. En France, Zidane conserve des attaches fortes avec sa ville natale. Il possède plusieurs biens à Marseille, notamment 2 appartements situés dans le 8e arrondissement, ainsi qu'une maison familiale que ses parents occupaient autrefois. Son patrimoine immobilier est géré par une structure familiale installée à Madrid, avec l'aide d'un avocat fiscaliste français. Contrairement à d'autres célébrités, Zidane n'a jamais affiché de goût pour les voitures de luxe, les yachts ou les jets privés. Sa discrétion est devenue sa signature financière. À ce jour, il n'existe aucun contentieux juridique concernant sa fortune. Aucun procès en héritage, aucun conflit familial porté en justice. Pourtant, l'entourage de Zidane reste vigilant. Ses 4 fils, Enzo, Luca, Théo et Elias, ont tous intégré des centres de formation. Certains ont même connu les pelouses professionnelles. Ils sont perçus par la presse espagnole comme les héritiers naturels de l'empire Zidane. Enzo, l'aîné, a joué pour Almeria, tandis que Luca a gardé les buts de Rayo Vallecano. Leur avenir n'est pas encore assuré, mais le nom de leur père reste leur plus grand atout, et peut-être aussi leur plus lourd fardeau. Zidane, quant à lui, semble avoir tout prévu. Il a créé une fondation à but non lucratif pour soutenir l'éducation et le sport chez les jeunes défavorisés. Certaines sources évoquent également la rédaction d'un testament très précis, déjà déposé auprès de son notaire à Madrid. Si demain l'impensable arrivait, il laisserait derrière lui un patrimoine ordonné, distribué, protégé, à l'image de la trajectoire d'un homme qui n'a jamais voulu laisser place au chaos, sauf une fois, à Berlin. Pourquoi l'histoire de Zinedine Zidane fascine-t-elle autant encore aujourd'hui ? Peut-être parce qu'elle condense tous les paradoxes de notre époque. D'un côté, un modèle d'intégration, un fils d'immigré algérien devenu héros national. De l'autre, un homme qui, au sommet de sa gloire, a laissé éclater une colère incontrôlable, brisant en une seconde l'image du champion parfait. Cette ambivalence touche au cœur du mythe moderne. La célébrité, aussi éclatante soit-elle, n'est jamais à l'abri d'un instant d'humanité brutale. Chers téléspectateurs, il est légitime de se demander: le public est-il trop exigeant ? Exige-t-on des figures publiques qu'elles soient infaillibles, qu'elles incarnent sans faillir les valeurs d'une société qui elle-même vacille ? Zidane n'a jamais cherché à se justifier. Il n'a jamais écrit de livre-confession, ni vendu son silence. Cette pudeur a renforcé son aura, mais aussi entretenu le flou. À trop vouloir rester digne, n'a-t-il pas laissé place aux interprétations les plus extrêmes ? La solitude du champion est un thème récurrent. Derrière les flashs, les contrats en or et les applaudissements, que reste-t-il ? Zidane, en refusant le jeu médiatique, a posé un choix rare. Il n'a pas monétisé sa notoriété à l'excès. Il n'est pas devenu consultant, ni dirigeant, ni star de la télé. Il s'est effacé volontairement, laissant son œuvre parler pour lui. Une forme de disparition assumée dans un monde où tout s'expose. Sa relation avec le public français est à cette image, respectueuse mais distante. Il n'a jamais été populaire au sens léger du terme. Il a toujours incarné une forme de noblesse silencieuse. Pour beaucoup, il reste un mystère. Une figure quasi sacrée qu'on regarde de loin avec admiration et parfois frustration. Mais peut-on reprocher à un homme d'avoir été fidèle à lui-même ? Zidane n'a jamais trahi ses principes. Il n'a jamais écrit de livre confession, ni vendu son silence. Il n'a jamais cherché la réhabilitation médiatique, ni le pardon collectif. Il a seulement avancé, en silence. Et c'est peut-être cela la plus grande leçon qu'il nous laisse. La vraie grandeur ne réside pas dans les discours, mais dans la constance, dans la maîtrise, dans cette capacité à se tenir droit, même quand le monde vacille. Mesdames, messieurs, Zidane n'est ni ange ni démon. Il est ce fil tendu entre l'excellence et la faille, entre l'idole et l'homme. Le 9 juillet 2006, lorsqu'il quitte la pelouse de Berlin, le regard fixe, il ne fuit pas, il assume. C'est peut-être cette image-là, plus que tous ses buts, que l'histoire retiendra. Celle d'un homme qui, au terme d'une carrière légendaire, a préféré l'authenticité d'un geste, aussi brutal soit-il, à l'hypocrisie d'un silence.
Aujourd'hui, Zidane vit loin des projecteurs, mais son nom continue de résonner dans les stades, dans les foyers, dans les rêves de ceux qui voient en lui bien plus qu'un joueur. Il est devenu une légende tranquille, un mythe vivant, une figure que l'on cite, que l'on respecte, sans toujours la comprendre. Il n'a pas cherché à plaire, ni à déplaire. Il a simplement été fidèle à ce qu'il est. Et vous, chers téléspectateurs, dans ce monde où tout est image, buzz et faux semblant, n'est-ce pas finalement le silence, la retenue et l'élégance dans la chute qui font les plus grands ? Zidane, lui, n'a jamais vraiment quitté le terrain,